Donc, je vais donner la parole à Pierre Costa pour déjà vous parler du concept théorique et de la définition donc même de l'insuffisance sphinctérienne. Merci. C'est un atelier, donc nous allons essayer de vous laisser du temps pour nous poser des questions. Comme je suis avec Brigitte, je me suis montré très pratique. Je vais parler très peu, comme ça elle va pouvoir parler beaucoup. Vous pouvez sourire un peu en entendant ça, mais vous verrez à la fin. Alors, définition, je reviens 2 secondes sur la physiopathologie. Vous savez qu'il y a 2 éléments qui peuvent expliquer l'incontinence à l'effort chez la femme, l'hypermobilité cervico-urétrale. Au cours d'un effort, normalement, l'urètre et le col ne bougent pas. Ils sont stabilisés, fixés par le hamac de John Delancey, c'est-à-dire essentiellement la paroi vaginale antérieure, qui est elle-même attachée latéralement par l'aponévrose pelvienne. Et plus une femme fait des efforts, plus son urètre se ferme. Elle n'est pas à risque d'avoir une incontinence à l'effort. Lorsqu'il y a une hypermobilité, lorsque ce hamac est détendu, déchiré, allongé, comme vous le voyez sur le schéma, la paroi, l'urètre et le col descendent et la paroi postérieure descend plus que l'antérieure qui est fixée par les ligaments pubo-urétraux et le col et l'urètre s'ouvrent. Bon. Maintenant, quand il n'y a plus cette mobilité, par exemple parce qu'on a opéré et qu'on a mis une bandelette sous-urétrale, donc on n'aura plus cette grande hypermobilité, au moment de l'effort, il y aura quand même une perte de la coaptation des muqueuses s'il y a insuffisance sphinctérienne. Et donc s'il y a insuffisance sphinctérienne, si les fibres musculaires lisses et striées ne permettent pas aux 2 parois d'être complètement collées, eh bien il y aura quand même une fuite. Donc l'insuffisance sphinctérienne est le 2e paramètre qui explique les fuites à l'effort, et l'insuffisance sphinctérienne est une des limites de l'efficacité des thérapeutiques de soutènement. Ceci est très très bien repris dans l'article que je vous recommande. Si vous voulez faire le point sur l'insuffisance sphinctérienne, allez récupérer sur Progrès en urologie cet article récent qui est l'émanation des réflexions du Kurhoff. Je dois dire qu'avec énormément de plaisir, quand on lit cet article, il y a beaucoup de bon sens et beaucoup de choses qui sont tout à fait justes et exactes que vous allez retrouver là-dedans. Et vous allez retrouver qu'effectivement, 2 mécanismes, l'hypermobilité, l'insuffisance sphinctérienne, etc. Je passe. Alors abordons maintenant comment définir l'insuffisance sphinctérienne. Sur le plan théorique et sur le plan pratique, je vais utiliser 3 concepts. Le premier, l'insuffisance sphinctérienne est un continuum de très légère à très sévère. Très légère, ça veut dire qu'on est juste en dessous de la valeur normale. On est insuffisant quand on n'est pas normal. Donc si la normale est 60 cm d'eau et au-dessus, l'insuffisance sphinctérienne démarre en pression urétrale à partir de 59 ou 58. Et elle va aller jusqu'à 0, où elle sera totale. Mais quand on voit les travaux de la littérature, quand on regarde les articles qui essayent de définir des valeurs pronostiques pour l'insuffisance sphinctérienne dans les thérapeutiques de soutènement, on se rend compte que nous sommes concernés par l'insuffisance sphinctérienne marquée qui apparaît à partir et en dessous de 30 cm d'eau, sévère en dessous de 20, et elle est bien sûr très sévère en dessous de 10. De cette définition théorique, on comprend bien ce que veut dire le mot insuffisant, on rajoute un 2e concept. Il faut bien comprendre que la mobilité urétrale et l'insuffisance sphinctérienne vont retentir l'un sur l'autre et qu'ils vont éventuellement s'aggraver l'un l'autre ou se compenser l'un l'autre. Alors ceci est bien repris aussi dans l'article du Kurhoff qui propose une nouvelle notion, celle de l'insuffisance sphinctérienne fonctionnelle. Donc l'insuffisance sphinctérienne est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est importante en clinique, elle va retentir sur nos indications quand on associe la pression de clôture basse, donc comme je vous l'ai dit, à 20 ou 30 en fonction des articles, et le défaut de mobilité urétrale, c'est-à-dire un urètre qui va être fixé, rigide, ce qui va aggraver l'insuffisance sphinctérienne sur le plan thérapeutique. Alors le 3e concept, c'est la dimension pratique. À quoi sert pour nous cette connaissance? À quoi sert-il pour nous de dire à une patiente « vous avez une insuffisance sphinctérienne » si ça ne change rien dans la prise en charge? Eh bien justement, c'est ça qui est important. À partir d'un certain niveau d'insuffisance sphinctérienne, nous allons voir nos interventions chirurgicales conventionnelles comme les bandelettes avoir des échecs, de plus en plus fréquents au fur et à mesure que l'on va descendre
dans la pression et dans la mesure où on va augmenter l'insuffisance sphinctérienne. Et donc nous allons changer notre discours, nous allons changer les informations que nous allons donner aux patientes et nous allons changer nos propositions thérapeutiques. C'est donc quand il faut commencer à penser échec d'une bandelette sous-urétrale que l'insuffisance sphinctérienne devient importante. C'est pour ça que nous allons toujours garder en tête cette notion clinique, pragmatique et pratique de l'insuffisance sphinctérienne ou de l'insuffisance sphinctérienne fonctionnelle, si vous voulez adopter le terme qui nous est proposé par le CUREF. Pour la définition, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à Brigitte. Donc, vous savez que on va parler du sphincter de l'urètre chez la femme et ce système sphinctérien, vous savez, qui se compose de trois entités, le sphincter musculaire lisse, le strié paraurétral et la musculature striée périurétrale. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que on va le voir au niveau, y compris de son innervation, le sphincter lisse, le sphincter strié sont sous des dépendances neurologiques différentes et les prises en charge que l'on va pouvoir leur proposer à ces patientes sont bien sûr différents. Alors au cours de la vie d'une femme, il y a, indépendamment de tout ce qui va pouvoir se greffer dessus des phénomènes acquis, il y a quand même tout un tas de circonstances qui vont déjà influer sur la qualité sphinctérienne, les accouchements et le traumatisme obstétrical en est un, la ménopause avec donc les modifications au niveau de la zone paraurétrale et notamment la densification du collagène et le vieillissement qui va impacter aussi la qualité des fibres musculaires striées et induire donc une diminution de l'épaisseur du sphincter avec l'âge. Alors, les mécanismes, Pierre vous les a donnés. Il y a deux mécanismes qui sont en cause donc dans l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Et ce qu'on a constaté, c'est que la structure du sphincter chez les incontinentes était modifiée, notamment dans la répartition des fibres du collagène par rapport aux patientes qui ne sont pas incontinentes. Alors, quels sont les arguments diagnostiques en faveur d'une insuffisance sphinctérienne? Vous avez vu, et c'est ça qui est déjà une grande complexité, c'est qu'il n'y a pas de consensus en termes de définition. On va pouvoir retenir que le diagnostic s'établisse donc sur une combinaison de plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs cliniques, anatomiques ou paracliniques, et tout ça doit s'inscrire dans une vision vraiment globale de la patiente. Donc, dans un premier temps, cette appréciation de la qualité du sphincter elle va se faire donc sur les éléments d'interrogatoire. On va en reparler. Ces éléments, donc, ils vont nous amener à chercher à la fois des symptômes qui surviennent donc à l'effort. Ce sont classiquement donc des fuites aux efforts peu intenses, au changement de position, mais il faut aussi essayer de voir ce qui se passe donc en situation de repos. Ce sont des patientes qui en général perdent peu ou pas la nuit, sauf éventuellement quand elles se tournent, quand elles se mobilisent dans le lit. Il y a une absence de nicturie chez ces patientes. Il y a souvent donc au contraire une polachyurie de précaution pendant la journée et il n'y a pas de fuite ni d'urgenturie au repos en position assise. L'urgenturie, elle est vraiment provoquée par le fait donc de se mettre en situation debout souvent et l'interruption du jet mictionnel chez ces patientes est souvent impossible. On retrouve ces éléments au cours de l'interrogatoire et on rejoint en quelque sorte un petit peu la classification d'Engelmann-Sundberg que beaucoup utilisent encore et vous savez que l'incontinence de type 3 est celle qui est le plus souvent donc associée au concept d'insuffisance sphinctérienne. À côté de ces critères donc purement d'interrogatoire, de symptômes, on va aussi essayer de trouver dans l'antécédent, l'histoire personnelle de la patiente, des éléments qui peuvent nous faire penser que cette patiente pourrait donc avoir une insuffisance sphinctérienne. Ce sont donc les échecs d'une première intervention, ce sont des patientes qui ont souvent donc éventuellement eu une chirurgie élargie, pelvienne, une radiothérapie, toutes les pathologies neurologiques ou les lésions traumatiques du périnée. À côté donc de ces éléments purement donc sémantiques d'interrogatoire, l'examen clinique reste véritablement fondamental. On va pouvoir donc visualiser un urètre béant, une patiente avec une carence œstrogénique importante, un urètre peu mobile, on y reviendra,
un testing périnéal faible et bien sûr des fuites massives qui surviennent à la poussée sur table progressive. Ça, c'est un signe qui est véritablement très évocateur. Les patientes donc qui perdent comme ça simplement à la poussée avec une manœuvre de Valsalva sur table. Il y a aussi une manœuvre qui a été décrite récemment, publiée par Tuber, qui est donc la fuite au refoulement de la paroi vaginale postérieure avec une petite valve de spéculum. C'est quelque chose que l'on fait de façon classique et depuis longtemps sur nos tables d'examen et qui est aussi très évocateur d'une patiente avec un sphincter déficient. Et bien sûr, on a la négativité des manœuvres de soutènement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même une insuffisance sphinctérienne peut exister sur un urètre qui garde une mobilité. C'est là que la situation peut des fois être complexe dans le choix que vous allez devoir faire en termes de thérapeutique. Et qui dit urètre fixe ne dit pas forcément insuffisance sphinctérienne, même si c'est très souvent corrélé. En tout cas, qui dit urètre mobile ne dit pas forcément sphincter de bonne qualité. Bien au contraire, on va en reparler. Alors cette manœuvre de soutènement, elle se fait au niveau de l'urètre moyen. Il y a donc plusieurs techniques qui ont été décrites. Certains utilisent des pinces, une pince ouverte. Certains utilisent des cotons-tiges. L'important donc est de stabiliser l'urètre sans le comprimer. C'est très important de ne pas, bien sûr, comprimer l'urètre, ce qui, bien sûr, interromprait toute fuite. À côté de ces éléments donc de l'examen clinique, on va pouvoir aussi céder des bilans paracliniques. Bien sûr, quand on parle de paraclinique, on parle d'urodynamique et c'est la profilométrie urétrale qui est, pour beaucoup d'entre nous, le critère primordial pour définir une insuffisance sphinctérienne, mais c'est probablement un critère réducteur et on ne saurait limiter l'insuffisance sphinctérienne à une seule valeur numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a défini donc de façon on va dire semi-arbitraire des valeurs seuil qui sont d'ailleurs pas consensuelles. Certains parlent d'insuffisance sphinctérienne pour des pressions de clôture inférieures à 30 cm d'eau. D'autres utilisent des cut-offs beaucoup plus bas et disent qu'il faut être en dessous de 20 cm d'eau. C'est d'autant plus difficile à apprécier qu'il y a une variabilité intra-individuelle qui a été confirmée dans la littérature aux environs de 15%, donc qui peut faire varier vos résultats chez la même patiente en fonction d'examens différents. Cette mesure ne prend pas en compte la fatigabilité de l'urètre, qui est aussi quelque chose que l'on retrouve assez souvent chez ces patientes qui ont une insuffisance sphinctérienne, et ne met pas non plus en évidence réellement le défaut de compliance urétrale qui peut exister et auquel il faut penser notamment chez les patientes qui ont déjà été opérées. Alors cette pression de clôture, on la définit sur plusieurs composantes, on va dire, on estime que chacune de ces composantes, de façon un petit peu schématique, représente un tiers du profil urétral. Il y a une composante vasculaire, une composante musculaire striée et une composante musculaire lisse et conjonctive. Ce qui veut dire que ça peut, on comprend là que par exemple une hypoœstrogénie, des difficultés de vascularisation peut aussi impacter la qualité du sphincter chez la femme. Alors, la pression de clôture, c'est une chose. Les anglo-saxons, notamment, ont mis en évidence et ont beaucoup utilisé pendant pas mal de temps le Valsalva point pressure. C'est donc cette pression vésicale au moment où la fuite se produit. Alors, ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'on n'a pas de concordance entre le VLPP et la pression urétrale maximale, ce qui complique encore un peu les choses. Qu'on a trouvé, en tout cas dans la littérature, aucune corrélation bien établie entre la valeur du Valsalva point pressure et le taux d'échec chirurgical, ce qui fait donc que finalement en France, ce critère est relativement peu utilisé. On admet dans la littérature que la valeur seuil est en dessous de 60 cm d'eau pour pouvoir parler d'insuffisance sphinctérienne. Alors à côté de l'urodynamique, qui est quand même la référence, on a aussi d'autres critères qui peuvent être pris en considération. L'urétrocystoscopie, qui va donc nous montrer un urètre béant sans relief urétral. Vous avez donc une belle vue ici d'une mauvaise occlusion cervico-urétrale que l'on voit très bien donc au moment de l'urétrocystoscopie quand on retire donc l'endoscope.
Il y a une place aussi pour l'imagerie. Alors en tant que gynécologue, j'aurais tendance à privilégier bien sûr l'échographie qui permet à la fois de véritablement évaluer la mobilité de l'axe cervico-urétral. Le Q-tip écho est quelque chose que l'on réalise de façon très fréquente. Ça nous permet aussi de visualiser l'incompétence du col, qui est aussi très bien vue en vidéo urodynamique, où on voit donc ces espèces d'images de vésicalisation de l'urètre ou de col béant qui s'ouvre à la simple poussée sur table. Alors, quelle insuffisance sphinctérienne? Que retenir? Vous voyez c'est à chaque fois un faisceau d'arguments. Il n'y a pas un critère qui permet d'être sûr à 100% qu'on est, si je puis dire, dans le cadre d'une insuffisance sphinctérienne. Ça va être donc ce faisceau d'arguments qui va vous faire donc poser ce diagnostic. Bon, pour l'instant, j'ai menti. Brigitte a parlé très peu. Bravo, Brigitte. Donc, elle va se rattraper sur la présentation d'après. Attaquons l'algorithme thérapeutique. Comme nous l'avons vu, la décision thérapeutique, elle est clinique. On ne va pas prendre une décision sur une pression de clôture, sur un élément d'échographie. Nous avons une patiente devant nous et nous discutons avec elle et nous utilisons essentiellement les données de l'examen clinique. C'est complètement confirmé par le Kurov qui dit bien que c'est à partir des éléments cliniques que l'on va décider et que l'on va envisager même de choisir le type de bandelette et de privilégier la bandelette rétropubienne. Plus on va aller vers une insuffisance sphinctérienne qui va être importante et qui risque d'aller de produire un échec. Alors voilà comment je vous propose de raisonner. C'est une patiente, elle a une incontinence urinaire d'effort, isolée ou prédominante, elle peut avoir aussi quelques urgenturies, mais c'est l'incontinence à l'effort qui est prédominante. Nous l'avons évaluée et nous savons qu'elle a une insuffisance sphinctérienne. À partir de là, deux possibilités. Elle a une insuffisance sphinctérienne avec une hypermobilité ou elle a une insuffisance sphinctérienne sans hypermobilité. Si elle a une hypermobilité, lors de l'examen clinique, on va réaliser le test de soutènement que nous réalisons aujourd'hui dans l'équipe simplement avec un doigt. Donc le principe, c'est la patiente au repos, une valve vaginale inférieure qui est positionnée et qui ouvre légèrement le vagin sans tirer trop fort pour ne pas faire mal, pour ne pas provoquer de contractions réflexes, etc. On va mettre un doigt sous l'urètre moyen, médian, et ce doigt ne va pas comprimer ni remonter l'urètre, il va simplement toucher l'urètre et empêcher l'urètre ensuite de descendre lors des mouvements. Le test consiste à empêcher l'urètre d'être mobile, il ne consiste pas à écraser l'urètre et à le fermer, parce que dans ces conditions-là, évidemment, les fuites peuvent s'arrêter, mais ce n'est pas ce que nous ferons au bloc opératoire. Alors on réalise ce test avec une vessie assez pleine, au moins de 100 ml, pas énormément pour qu'il n'y ait pas d'urgence, qu'il n'y ait pas de difficulté pour la patiente pour se retenir, et on va avoir trois possibilités. Le test est positif, le test est douteux. On n'est pas sûr vraiment de ce qu'on fait, parfois c'est positif, parfois c'est négatif, on n'est pas sûr d'avoir une positivité, peut-être en remontant un peu trop l'urètre, en le comprimant un peu, ou le test est franchement négatif, on a beau soutenir l'urètre, elle fuite toujours autant. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire une proposition thérapeutique? Dans la première situation, le test est positif, on va proposer une bandelette sous-urétrale. Il n'y a pas de place là pour le sphincter artificiel à ce stade. Il n'y a pas de place là non plus pour les injections tant qu'on n'aura pas eu d'études comparatives qui pourraient nous montrer que les injectables soient une alternative aux bandelettes. Le travail reste à faire. Ce n'est pas non plus temps pour les ballons ajustables compressifs. Le type de bandelette, puisqu'aujourd'hui nous avons des bandelettes rétropubiennes, des bandelettes transobturatrices et des mini-bandelettes qui se fixent par ancrage, eh bien pour moi le type de bandelette est au choix du chirurgien avec l'accord de la patiente tant que la pression de clôture est diminuée mais raisonnable, et plus la pression de clôture baisse, donc clairement pour moi à partir de 30 cm d'eau, il faut commencer à aller vraiment vers une bandelette rétropubienne pour ne pas avoir de regrets en cas d'échec. Car si on met une bandelette transobturatrice ou une mini-bandelette ancrée à une patiente qui a moins de 30 cm d'eau et qu'elle est en échec, eh bien on va lui expliquer que peut-être il faut qu'on retire cette bandelette pour qu'on mette une rétropubienne, parce que quand même dans la littérature il y a plus de résultats avec la rétropubienne. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la rétropubienne d'emblée, quoi? Donc en dehors des contre-indications,
plus la pression de clôture baisse, plus il faut aller vers la rétropubienne. Maintenant, le test de soutènement, il est douteux. Et bien, dans ce cas-là, c'est clairement une bandelette rétropubienne, sauf en cas de contre-indication majeure, des traitements anticoagulants qu'on ne peut pas arrêter, une patiente multi-opérée plusieurs fois, etc. Et là, on va discuter. Mais là, il faut expliquer à la patiente qu'on n'est pas du tout dans un domaine où on est sûr de nous, on n'est pas sûr du tout que la bandelette soit efficace. Il faut qu'elle accepte la possibilité d'un échec, mais quand même, ça vaut la peine d'essayer, parce qu'avec une bandelette rétropubienne, on a de très très belles surprises dans ces situations, et des patientes qui vont vraiment très très bien, et qui ont très très peu de fuites, voire pas du tout, et qui sont très très améliorées, et qui sont très reconnaissantes. Donc, après les explications, eh bien, il faut faire une bandelette rétropubienne. Maintenant, la bandelette est franchement négative, le test de soutènement est franchement négatif, eh bien, on a deux possibilités. On va quand même proposer une bandelette rétropubienne, mais là on va dire elle n'est absolument pas garantie et je pense qu'elle ne va pas marcher. Voilà. Donc c'est peut-être mieux d'aller vers un traitement spécifique de l'insuffisance sphinctérienne. Mais comme l'examen clinique n'est pas forcément reproductible à 100% du résultat post-opératoire, si la patiente ne veut pas aller vers le traitement spécifique de l'insuffisance sphinctérienne, si elle a entendu parler des bandelettes, et c'est souvent le cas, si elle a sa cousine qui a une bandelette et qui est très bien, si elle veut absolument avoir une bandelette, eh bien on la fera. Mais on la fera après lui avoir dit que nous ne pensons pas qu'elle va marcher, parce qu'avec un test négatif, on va dire qu'on est à moins de 20% de chances de succès. Mais moins de 20%, c'est pas zéro, donc on peut discuter. Il faut prendre du temps avec la patiente et vraiment c'est sa position et celle de sa famille ou de son couple qui vont faire qu'on va prendre la décision. Alors, dernière situation, on est dans une incontinence à l'effort avec insuffisance sphinctérienne sans hypermobilité. Dans cette situation, le test de soutènement n'a pas sa place puisqu'on ne peut pas le réaliser. Puisque l'urètre ne bouge pas, si vous mettez un doigt sous l'urètre juste pour l'empêcher de descendre, eh bien, il ne descendra pas. Et donc vous aurez toujours des fuites. Et donc le test de soutènement n'a pas sa place. On peut le faire simplement pour vérifier, mais il n'est pas logique de parler de soutènement puisqu'il n'y a pas d'hypermobilité. On ne peut pas imaginer empêcher un urètre de descendre quand il est fixé et quand il ne descend pas. Dans ce cas-là, il faut aller vers le traitement spécifique de l'insuffisance sphinctérienne. Il faut clairement dire à la patiente que la bandelette n'est pas recommandée et que nous ne souhaitons pas vraiment la faire. On va aborder à ce moment-là avec elle les thérapeutiques spécifiques de l'insuffisance sphinctérienne. Aujourd'hui, nous avons 3 types de traitements. Le premier, c'est l'injection dans l'urètre, sous la muqueuse, d'un gel comblant qui va refermer l'urètre avec 3 ou 4 injections circulaires. Nous travaillons aujourd'hui dans l'équipe avec un gel de polyacrylamide. Le traitement s'appelle Bulkamid. Pourquoi ? Parce qu'il est présenté avec un mini cystoscope qui permet de très bien voir ce qu'on fait, d'être vraiment très à l'aise pour l'injection. Dans le passé, nous avions travaillé avec d'autres gels qui avaient des systèmes d'emplacer, c'est-à-dire des systèmes qui permettaient d'injecter à l'aveugle. J'avais moi-même à l'époque rencontré le Kurov et l'AFU, je pense que Loïc s'en souvient, pour essayer de démarrer une étude prospective avec les urologues français. Et la réponse des urologues français avait été très claire et très simple. Si on ne voit pas ce qu'on fait, on ne fait pas. On ne veut pas faire quelque chose à l'aveugle. Et donc, on n'avait pas pu concrétiser, et l'étude, on ne l'a jamais faite. Et le futur a montré que les urologues français avaient raison, puisque le produit a été retiré. L'injection à l'aveugle, il y avait trop de perforations de l'urètre, on avait des pseudokystes, etc. Depuis qu'on injecte avec un contrôle de la vue, les résultats se sont beaucoup améliorés, et en tout cas, on n'a pas du tout les complications qu'on avait à cette époque-là. Deuxième possibilité, la mise en place de ballons ajustables compressifs, ajustables continence thérapie, un peu plus sophistiqué, demande un peu plus de technologie. Je pense qu'il y aura des présentations de résultats dans ce congrès, j'ai vu sur le programme. Tout à fait intéressant. Bien sûr, pas 100% de succès. Si on a 70 ou 80% de patients contents, on est très content parce que c'est quand même mini-invasif et il n'y a pas de complications majeures. On peut toujours retirer les ballons sans grande difficulté. Et le plus invasif, mais toujours intéressant, le sphincter artificiel, qui, vous le savez, est très utilisé en France. Nous sommes le pays qui a le plus de pratiques. Il y a d'autres pays qui mettent des sphincters, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Il y en a aussi aux États-Unis, mais surtout chez les neurologiques, pas chez les femmes gynécologiques. Le sphincter artificiel est toujours très utilisé.
Il a comme inconvénient d'avoir des risques de complications, d'infections, de rejet, d'érosion urétrale, qui en fonction des équipes et des résultats sont plus ou moins élevés. Les patientes qui vont bien sont très satisfaites. Il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs équipes aujourd'hui qui travaillent sur des deuxièmes générations de sphincters artificiels. Dans les 4 ou 5 ans à venir, nous aurons des sphincters artificiels complètement différents qui vont lever beaucoup des difficultés que nous avons avec les sphincters actuels et qui, je l'espère, auront la même efficacité en ayant une bien meilleure tolérance et une bien meilleure adaptabilité. Alors nous n'avons pas prévu avec Brigitte d'aller plus loin sur ces traitements. Si vous avez des questions sur ces traitements, on répondra pendant la discussion. Il nous a semblé plus intéressant que Brigitte revienne pour vous reparler des bandelettes sous-urétrales dans l'insuffisance sphinctérienne, parce que si on a bien compris ce qui se passe avec une bandelette dans l'insuffisance sphinctérienne, eh bien on est à ce moment-là capable de poser une indication aujourd'hui. Donc je rends la parole à Brigitte. Voilà, donc pour terminer, effectivement, je vais vous proposer quelques données de la littérature sur BSU et insuffisance sphinctérienne et le facteur de risque que représente donc l'insuffisance sphinctérienne. Alors vous savez, maintenant il y a des publications avec des reculs très importants des bandelettes sous-urétrales, celle du TVT notamment publiée à plus de 17 ans avec des taux de guérison ou d'amélioration de plus de 87% pour ce qui est du TVT, et y compris pour les bandelettes transobturatrices qui sont venues après, donc qui ont un recul moins important. On a maintenant des données qui dépassent largement les 5 ans, et là aussi avec des taux de guérison des patientes qui est véritablement très bon, puisqu'on avoisine là aussi les 90%. Malgré tout, il y a des échecs de ces bandelettes, et l'important pour les chirurgiens que vous êtes, c'est de savoir donc dépister les patientes à risque pour les prévenir et éventuellement leur proposer donc une chirurgie qui soit peut-être plus adaptée. Alors il y a eu des travaux qui ont spécifiquement analysé les facteurs de risque d'échec à 1 an des bandelettes sous-urétrales, et celle que j'ai retenue là, elle date de 2008, et vous voyez que quand on regarde donc une première lecture de cette publication, c'est qu'il y a donc une relation avec l'âge, et que donc l'âge important, c'est-à-dire la patiente âgée, reste un facteur de risque d'échec. Quand on regarde un peu plus loin dans cette présentation, vous voyez que l'incontinence mixte, c'est-à-dire les patientes qui utilisent des anticholinergiques ou une chirurgie concomitante de prolapsus, apparaissent donc dans des risques les plus importants. Et dans ce travail-là, donc, on n'a pas on ne parle pas de la valeur du sphincter urétral. A contrario, 2010, un travail de Stave qui a été relativement bien conduit aussi, met en exergue l'insuffisance sphinctérienne comme un facteur de risque bien établi de l'échec des bandelettes sous-urétrales, mais vous voyez que c'est pas le facteur de risque qui ressort avec l'odd ratio le plus important. Le BMI à plus de 25 et encore une fois l'incontinence mixte restent quand même des critères et des risques qui semblent même supérieurs finalement à l'insuffisance sphinctérienne. Alors, vous savez qu'historiquement, l'insuffisance sphinctérienne, même quand on faisait des chirurgies classiques, notamment les colposuspensions, restait donc un facteur de risque qui était bien établi, que l'on prenait en considération. Et quand sont arrivés les BSU, il y a eu des premières publications, notamment par les équipes de Doomstein, Redzapour, entre autres, sur les résultats dans une population bien établie de patientes avec des pressions de clôture faibles. Alors, la première qui a été faite, c'est celle-là, elle est prospective. La pression de clôture était inférieure à 20, le recul était de 4 ans, et on avait 74% de guérison, donc effectivement des chiffres moins bons que ceux que l'on peut voir dans une cohorte de femmes, on va dire lambda. Même résultat donc pour François Richard, avec une pression de clôture inférieure à 30, ça avait fait
fait l'objet d'une communication à l'affût, un succès qui était quand même en dessous des 70%. Par contre, vous voyez cette seconde publication, petit effectif, mais quand même patiente, là aussi avec des pressions de clôture très faibles, on avait un taux de guérison à 91% et l'auteur concluait qu'il n'y avait pas donc de facteurs de risque spécifiques dus à l'insuffisance sphinctérienne. Alors pourquoi toutes ces discordances qui ont été retrouvées encore récemment? Je vous ai mis des publications, vous voyez les deux premières qui sont basées sur des données du VLPP, donc des différences significatives pour le TVTO et le TVT, et en dessous vous avez une présentation de Meschia pour le TVT, deux groupes avec une pression de clôture inférieure à 20 ou supérieure à 20, et l'auteur conclut qu'il n'y a pas donc de différence significative entre les deux groupes. Alors, je crois qu'à la lumière de ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, on peut comprendre que justement la pression de clôture prise comme valeur numérique isolée ne suffit pas pour dépister des patients à risque. Pression de clôture seule ne signifie pas forcément facteur de risque, parce qu'il manque effectivement cet argument extrêmement important qu'est la mobilité de l'urètre. Alors l'autre argument qu'il faut prendre en considération quand on analyse la littérature, c'est qu'attendent nos patientes. Et là aussi, il y a quelque chose de très important, c'est selon les critères de succès que l'on va prendre en considération, on va pouvoir ne pas donner les mêmes résultats d'une étude à l'autre parce qu'on n'a pas défini les critères de succès de la même façon. Et il y a eu un article tout à fait récent de l'équipe d'Emmanuel Chartier-Kassler pour essayer de suggérer donc un algorithme d'évaluation de nos chirurgies, et je vous encourage à lire ce papier parce qu'il est vraiment bien fait. Il ne faut pas oublier donc qu'il y a ce que les patients désirent, et bien sûr qu'on peut faire des mesures objectives, bien sûr qu'il y a des critères subjectifs avec des questionnaires validés, et qu'il y a aussi le registre des complications, mais en fonction du paramètre de succès que vous allez retenir, vous allez pouvoir présenter les résultats de façon complètement différente. C'est un des premiers biais quand on analyse la littérature. Et l'autre biais, c'est effectivement ce critère qu'est la mobilité de l'urètre, que l'on ne retrouve pas dans beaucoup d'études, qui ne se basent que sur le VLPP ou sur la pression de clôture. Et donc, il est extrêmement important de définir cette hypermobilité. Si on se réfère donc à la littérature encore une fois, est-ce qu'il y a un critère qui serait supérieur à un autre pour essayer donc de définir ces patients à risque et l'insuffisance sphinctérienne? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une pression de clôture? Est-ce qu'il faut mieux prendre un VLPP? Est-ce qu'il faut mieux prendre une variation de l'axe de l'urètre, c'est-à-dire donc le degré d'hypermobilité? Et bien vous voyez que là aussi on n'a pas véritablement de consensus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des discordances souvent entre la pression de clôture et le basal valve pump pressure, que 36% des patientes qui ont donc une incontinence sans hypermobilité n'ont pas de diminution de l'un ou l'autre des paramètres. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'association donc d'une pression de clôture basse, d'un VLPP basse, est corrélée quand même avec une incontinence sévère, et que la conclusion là aussi de cet auteur, vous voyez, ça date quand même de 97, c'est pour ça que je vous ai remis ce papier, c'est quand même pas des données qui sont récentes. Un paramètre seul isolé ne suffit pas pour établir le diagnostic d'insuffisance sphinctérienne. Et quand on regarde ce que peut amener donc une mobilité ou une absence de mobilité, ce papier est extrêmement bien fait, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Si vous avez donc une pression de clôture inférieure à 15, succès 60%, un urètre peu mobile, succès 50%, l'association des deux paramètres, pression de clôture faible, urètre peu mobile, 17% de patientes seulement améliorées ou guéries. Donc on a une chute extrêmement importante des succès chirurgicaux quand on a donc l'insuffisance sphinctérienne associée à un urètre peu mobile. Retrouvé également dans cette étude sur le TVTO, donc c'est vrai pour le TVT, c'est vrai pour le TVTO. Il y avait, vous voyez, 3 groupes de patientes dans cette étude. Une première avec donc insuffisance sphinctérienne sur un urètre mobile, deuxième insuffisance sphinctérienne sur un urètre fixé, troisième groupe hypermobilité urétrale sans insuffisance sphinctérienne. Vous voyez, à 24 mois, on a véritablement donc un moins bon résultat dans le groupe des patientes qui ont donc une insuffisance sphinctérienne sur urètre fixé.
Donc, quand on a dit ça, est-ce qu'on a effectivement des arguments pour dire qu'une bandelette est meilleure qu'une autre dans ce contexte-là? Alors, on a effectivement à notre disposition 2 travaux qui sont de la même équipe et qui sont la même étude qui est suivie dans le temps. Je vous ai rapporté la dernière qui a 3 ans de recul. C'est l'équipe australienne qui a largement démontré, on va dire, sur son travail prospectif randomisé que la voie rétropubienne dans ce groupe de patientes insuffisantes sphinctériennes donnait des meilleurs résultats à long terme que la voie transobturatrice, et notamment le taux de réintervention pour cette équipe était de 20% dans le groupe des patientes qui avaient eu une bandelette par voie transobturatrice contre 1,4% dans le groupe des patientes avec une voie rétropubienne. Et une autre façon de donner leurs résultats était de dire que s'ils avaient utilisé le TVT de manière exclusive dans leur étude, ils auraient pu éviter la réintervention d'une patiente sur 6. Donc on se dit que effectivement sur ces données-là, il faut quand même mieux privilégier la voie rétropubienne, et ça rejoint ce que vous a dit Pierre jusqu'à maintenant. Je ferai juste une dernière diapositive qui met pas un petit bémol, mais qui montre aussi la limite de ce que l'on peut donner dans la littérature. C'est une méta-analyse extrêmement récente. Elle vient de sortir. Elle est de 2015. Et vous voyez qu'au départ, les auteurs ont analysé donc 55 études randomisées qui comparent la voie rétropubienne à la voie transobturatrice. Il y en avait au final 12 qui incluaient des patientes avec une insuffisance sphinctérienne, et à la fin de leur analyse, donc ils en ont conservé 8 qui avaient les critères donc, qui nous intéressaient, ce qui correspond à un collectif de 399 patientes. Et ce qu'ils ont mis en évidence de manière claire sur leur revue de la littérature, c'est qu'il y avait une différence significative dans les résultats subjectifs à court et moyen terme, c'est-à-dire inférieurs à 5 ans, en faveur de la voie rétropubienne. Donc ça, c'est bien démontré. Par contre, sur les résultats objectifs, il n'y a aucune différence entre les deux populations. L'amélioration de la qualité de vie, elle est significative dans les 2 groupes, et les difficultés mictionnelles post-opératoires et l'urgenturie ou les incontinences par urgenturie de novo, c'est pareil dans les 2 groupes, que ce soit rétropubienne ou transobturatrice. Et leur conclusion, c'était quand même de dire que vous voyez, quand on reprend, donc on a 8 RCT, on se retrouve avec, pour les résultats objectifs, on a une analyse qui se fait effectivement sur 8 papiers, et selon les critères, on se retrouve avec simplement donc plus que 5 papiers qui l'abordent. Et enfin, pour ce qui est donc du dernier critère, notamment du taux de réintervention après chirurgie, on a un seul papier dans la littérature, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit que effectivement la voie transobturatrice est moins bonne dans ce contexte-là, on se base sur un seul RCT. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en considération, mais les auteurs donc pondèrent leur grade de recommandation par ce biais-là, en fait, en disant que on est quand même limité parfois par la pauvreté des articles disponibles dans la littérature. L'article peut être de très bonne qualité, on a du mal à établir des recommandations de haut grade sur l'expérience d'une seule équipe, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse ces études-là, qu'on les fasse aussi pour pouvoir donc agrémenter la littérature. Voilà, donc je terminerai par là en disant effectivement que je vous recommande, comme Pierre, l'article du Curhoff, impulsé donc par Jean-François Hermieux et Loïc Lenormand. Il y a tout dedans, c'est d'une clarté vraiment magnifique, et je vous encourage à lire ce papier. Voilà, merci. Bien, nous sommes dans les temps et nous sommes à votre disposition. Nous serions heureux d'entendre un commentaire ou, si vous le souhaitez, de répondre à une question.